Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Startix, le positionnement unique de l'accélérateur de Stanford. Henri Dehaye, partenaire chez Newfund. C'est effectivement sur un écosystème assez fermé parce que, entre guillemets, self-serving, ils vont servir en premier. Il y a des exceptions, j'en vois deux. La première est à Berkeley, avec un accélérateur qui s'appelle Skydeck, qui va bénéficier des ressources de Berkeley, mais qui est ouvert, en fait. D'ailleurs, c'est au-delà d'être ouvert, qui se concentre sur les entrepreneurs qui viennent pas des États-Unis. Donc, il les amène aux US et les aide à se développer. Startix, mais on s'est bien battu pour ça. Et d'ailleurs, on ne communique pas forcément suffisamment, où on accepte des équipes qui ne sont pas de Stanford, justement pour amener cette diversité-là. Au cours de cette discussion captivante, Henri, l'un des fondateurs de Startix, nous partage les éléments clés concernant le positionnement de cet accélérateur par rapport à des acteurs majeurs tels que Y Combinator, les accélérateurs de l'Ivy League ou encore celui de Berkeley. Henri souligne l'importance des universités, en particulier Stanford, dans la promotion de l'écosystème entrepreneurial et technologique aux États-Unis. Il explique le rôle essentiel des incubateurs et accélérateurs universitaires, y compris Startix, dans le soutien et l'encouragement des startups. Cet entrepreneur devenu investisseur partage avec nous la genèse de Startix et son propre rôle dans sa création. Il dévoile les critères de sélection des startups avec en tout premier lieu celui de la qualité de l'équipe fondatrice. Il mentionne également les avantages des ressources et des réseaux disponibles à travers l'université de Stanford pour les entrepreneurs participants. Enfin, nous revenons sur quelques succès notables comme Kodiak ou Patreon. En tant qu'organisation non-profit, Startix se distingue par sa mission et ses objectifs par rapport à d'autres accélérateurs à but lucratif. Nous abordons les avantages et les inconvénients liés à ce fonctionnement et détaillons le financement et les ressources nécessaires pour soutenir ces activités. Nous terminons sur les perspectives d'avenir prometteuses de Startix et la manière dont l'accélérateur envisage d'accroître son impact sur l'écosystème entrepreneurial et technologique, notamment géographiquement. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Henri. Bonjour. Trop contente que tu aies accepté mon invitation et merci à François Véron qui m'a soufflé l'idée de ce podcast avec toi. Donc merci François si tu nous écoutes. Henri, est-ce que je pourrais te demander, avant qu'on parle de Startix, de te présenter rapidement à l'audience ? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai commencé mon parcours pro en France, assez classique, banque d'investissement, ensuite finance d'entreprise. Parcours classique et assez français d'ailleurs. Donc, j'ai à un moment voulu ouvrir des equity et je suis allé à Stanford pour faire un MBA en 2009. Pas vraiment parce que je voulais aller à Stanford. Ma petite copine de l'époque travaillait dans la robotique, donc elle m'a fait comprendre que c'était la côte ouest où j'y allais tout seul. D'ailleurs, elle a elle-même une super histoire derrière. Elle a terminé en étant co-founder de 2 boîtes d'AI, VP robotique chez Nvidia. Ok, cool. Et c'est là où j'ai découvert que le mot entrepreneur pouvait être français. J'avais monté une boîte de mode en France qui avait été un petit peu un fiasco. J'avais appris 2-3 trucs sur les problématiques de vente sur Internet. Avec une classmate, on a décidé de résoudre ça. Donc, on a commencé à travailler sur cette startup lorsque on était tous les deux à Stanford. Et à ce moment-là, un étudiant en première année de fac à Stanford envoie un email en disant « Je cherche à créer un incubateur. S'il y a des gens qui sont intéressés, des bonnes âmes, venez. » Nous, ça nous semblait intéressant pour des raisons très, on va dire, self-serving. On va trouver des mentors, on va trouver des angels. De là, en fait, est partie la création de Startix. Donc, j'ai été un des cofondateurs et aussi un des premiers entrepreneurs à passer par Startix avec la startup Modewalk. C'était assez marrant parce qu'en gros, c'était le dog fooding où tous les 2 jours, quelle est l'abruti qui a prévu ce programme. Malheureusement, l'abruti, c'était moi. On a levé un seed round en 2011. On est mort 3 fois. On a pivoté 4. Le 4e pivot était le bon. On a levé une série A en 2013, vendu la boîte assez rapidement en 2014. Et ensuite, je suis retourné à Startix pour m'occuper de toute la partie programme, mentoring. Et à ce moment-là, en fait, on avait un fonds d'investissement avec Stanford.
pour s'occuper du fonds également, avec comme idée d'aider l'écosystème, les entrepreneurs, de faire en sorte qu'ils puissent skipper toutes les erreurs que j'avais faites, et puis de repartir sur une boîte, de retrouver une idée, de retrouver une équipe. Et c'est à ce moment-là où progressivement, je me régalais. Je passais d'un sujet à l'autre. On était vraiment sur des problèmes très très concrets avec les entrepreneurs à solutionner. J'ai commencé à faire de l'angel investment. Passe 18 mois, toujours pas d'idée qui me maintient éveillé la nuit. De bonnes âmes à Startix, on dit mais peut-être que c'est pas l'estomac pour remonter une boîte. Est-ce que tu as regardé du côté venture, parce que finalement ce que tu fais c'est un VC sauf que t'es pas payé. Et j'ai commencé à explorer ça. Mon problème c'est que j'étais pas très fan des VC à l'époque. Donc je me suis dit je vais créer mon propre fonds, très naïf. Un des investisseurs que j'aimais plus que les autres, qui était aussi un des rares Européens à venir et à revenir aux États-Unis, à chaque fois en me demandant quel était le deal flow, dans quelle boîte il va investir, c'était François Véron. Et j'ai demandé à François, toi, t'as levé ton fonds. En plus, je crois qu'il a levé en 2008, le premier en pleine crise financière. Je sais pas comment ça marche. Aide-moi, donne-moi des conseils. Et puis, si ça fonctionne bien, on fera des investissements ensemble. Et François dit, j'ai une meilleure idée. On cherche, comme tu le sais, à investir aux États-Unis. Est-ce que ça tenterait d'ouvrir le bureau de Paris, le bureau US? Ouais. Je crois de mémoire que c'était le 1er avril 2017. Donc le 2 avril, j'étais dans l'avion pour Paris pour savoir si c'était pas un poisson d'avril justement. Et j'ai rejoint New Fund quelques jours après pour ouvrir le bureau US. Super. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.